RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Dunia Cheouch. Bonjour, le zona est une maladie virale qui peut être grave et surtout très douloureuse. Quels sont les symptômes du zona? Comment le soigner? Découvrez l'essentiel sur cette maladie avec nos invités, le professeur Soumaya Youssef, professeur agrégé en dermatologie à l'hôpital militaire, le docteur Moaz Ben Selem, trésorier de la Société tunisienne de dermatologie et vénéréologie, et le docteur Mehdi Belkavi, algologue, spécialiste dans le traitement de la douleur, membre de la Société française d'études et de traitement de la douleur, membre de la Société américaine d'études de la douleur. Bienvenue à tous et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ma première question sera peut-être pour vous, Dr Moaz Ben Selem, qu'est-ce que le zona? Bonjour Donia et merci de l'invitation. Alors c'est un sujet qui est très intéressant et paradoxalement il est rarement abordé. Qu'est-ce que le zona? Donc c'est une maladie dermatologique d'origine virale qui est due à la réactivation d'un virus qui existait déjà dans l'organisme sous la forme de varicelle. D'accord. Donc on peut le dire dès maintenant, le virus qui cause le zona, c'est exactement le même que celui de la varicelle. Et qui est réactivé alors? Et qui est réactivé plusieurs années, voire même plusieurs décennies plus tard. Alors, comment se manifeste ce zona? Donc, il s'agit souvent d'une personne âgée. Dans la majorité des cas, ce sont des personnes qui ont plus de 60 ans. D'accord. Alors, en général, un zona, ça commence par des prodromes. C'est-à-dire? Alors, on commence par sentir des douleurs, une sensation désagréable, une sensation de brûlure. Et ça peut amener les gens parfois à consulter ailleurs que chez un dermatologue. Les gens, ils s'adressent parfois chez le rhumatologue, parce qu'ils croient que c'est une lombalgie. Parfois, donc, ils pensent que ce sont des douleurs qui sont liées à d'origine rénale. Et en général, ça dure 3-4 jours. Et après, le diagnostic devient évident. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une éruption qui est faite de vésicules, qu'on appelle communément des cloques. Mais contrairement aux vésicules de la varicelle, les vésicules du zona sont regroupées comme une sorte de grappe. Et c'est ce qui fait que dans le langage courant tunisien, on parle de anqoud. D'accord. Parce qu'effectivement, on y reviendra quand on détaillera un petit peu les symptômes. Il y a quand même une question qui nous taraude. Le zona, est-ce que c'est contagieux? Alors, ma réponse va être ambiguë. Parce que la varicelle, c'est contagieux, on le sait. Alors, la varicelle, c'est contagieux. Alors, pour le zona, la réponse est ambiguë. Ça va être non et oui. C'est-à-dire, alors non, parce que c'est-à-dire on ne peut pas transmettre un zona d'une personne à l'autre. C'est pas possible. Par contre, il est possible de transmettre un zona à un jeune enfant qui va attraper la varicelle. Donc on ne peut pas attraper un zona à partir d'un zona. On ne peut pas attraper de zona au contact d'un zona, mais on peut attraper la varicelle au contact d'un zona. Exact. Même une personne adulte qui n'a jamais eu la varicelle, elle peut attraper la varicelle au contact d'une personne qui a le zona. Oui, c'est possible. Mais le zona est beaucoup moins contagieux que la varicelle. Parce que la varicelle est une affection qui se transmet par voie orale, tout simplement en parlant par la respiration. C'est pour ça que la contagiosité de la varicelle est extrêmement élevée. Il faut savoir qu'un enfant qui est atteint de varicelle, bon, on dit un enfant, mais ça peut être aussi un adulte, est extrêmement contagieux pour son entourage. Pour le zona, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que le virus, il va être présent dans les vésicules, les petites cloques, pendant 2-3 jours. Alors, imaginons maintenant que la personne qui est atteinte de zona commence à gratter, que les vésicules se rompent. Ce liquide-là, il contient le virus. D'accord. Et à partir de là, il peut y avoir des enfants qui peuvent se contaminer. Évidemment, c'est pas courant, c'est pas fréquent. Mais ça peut arriver. C'est pour ça que je vous ai dit, ma réponse va être un peu ambiguë. Donc en fait, ne peuvent avoir le zona que les personnes qui ont déjà eu la varicelle. Exactement. C'est-à-dire, on attrape dès le jeune âge la varicelle. Disons 90% de la population attrape un jour ou l'autre la varicelle. Et en général, à partir du moment où on en a attrapé le virus, les symptômes apparaissent 2 semaines plus tard. Donc, on connaît tous le tableau, la fièvre, les ganglions, la faiblesse, etc. Et l'éruption qui dure en général 8 à 10 jours et qui disparaît en général sans laisser de séquelles, sauf quelques cas exceptionnels. Professeur Soumaya Youssef, est-ce que c'est une pathologie fréquente? Oui, en effet, le zona est une pathologie fréquente, étant donné la varicelle est une pathologie très fréquente. Presque 95% de la population ont fait une varicelle, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique. Dans le monde. Ils ont le virus, oui, dans le monde. Et donc, 300 000 nouveaux cas en France sont déclarés de zona. On n'a pas de chiffre en Tunisie jusque-là. Il faut savoir qu'avant l'âge de 60 ans, donc, une personne sur 4 développe un zona et ce chiffre va doubler après l'âge de 60 ans. C'est bien clair. Donc si je vous demandais là où les causes du zona, on dira que c'est ce fameux virus... Oui, c'est ce virus, varicelle zona. Alors j'ouvre ici une petite parenthèse pour dire que ce virus-là fait partie d'un groupe
qui est le groupe des virus herpès. Il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs, il y en a 8 même. Il y a l'herpès simplex, que tout le monde connaît. Oui. Le type 1, donc, qui survient en général au niveau de la moitié supérieure du corps. Et le type 2, qui touche surtout la région génitale. Alors, on ne va pas détailler donc, les 8. On va sauter directement au groupe donc, varicelle zona. Donc, on a dit, une personne attrape le virus de la varicelle. Et puis, après, chez 20% des personnes, le virus peut rester latent dans l'organisme. Alors, en général, il se cache dans les ganglions qui sont près de la moelle épinière. Et qu'est-ce qui peut arriver ? Après plusieurs décennies, souvent il s'agit d'une personne qui a plus de 60 ans, ce virus il est réactivé, il emprunte un nerf sensitif et il sort sur la peau. Et là, donc, il y a bien sûr l'éruption qui va s'accompagner d'une douleur. Docteur Mehdi Belkadi, il vous arrive de voir des patients qui viennent vous voir à cause des fameuses douleurs du zona. Hein. On va revenir sur les symptômes. C'est vrai ? Effectivement, dans la consultation classique, nous voyons arriver des patients plus fréquemment en phase de ce qu'on appellera les algies post-zostériennes. On en parlera tout à l'heure. Les douleurs qui surviennent après l'agression du zona. D'accord. Mais de temps en temps, effectivement, comme l'a dit Dr Benselem, les patients, dès qu'il y a des douleurs prodromales, ne sachant pas parfois où consulter pour la première fois, peuvent atterrir effectivement dans une consultation. D'accord, alors on essaie de parler simple, hein, donc les douleurs qui surviennent avant le zona. Voilà, ça fait plusieurs fois, docteur Moaz Benselm, que vous dites chez les personnes de plus de 60 ans. Est-ce parce que les défenses immunitaires sont affaiblies ? Quel est le public cible en fait pour un zona ? Alors, comme je l'ai dit, donc, c'est un virus qui va rester tranquille pendant des années. Et puis, un beau jour, donc, il va se réactiver. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il se réactive ? En général, c'est à la suite d'une baisse des défenses immunitaires de la personne. Chez qui voit-on le zona ? Donc des personnes âgées, des personnes donc, qui ont un terrain affaibli, par exemple un diabétique mal équilibré, par exemple une personne qui prend un traitement immunosuppresseur pour une maladie quelconque. Oui. Donc ces personnes-là sont des personnes à risque accru de développer un zona. Et d'ailleurs, selon certaines statistiques, il semblerait qu'à partir de 80 ans, on a carrément 50% de chance, ou de malchance, plutôt, d'attraper un zona. Et il faut savoir que lorsque le zona survient chez des personnes jeunes, en bonne santé, en général, ça se passe bien. C'est-à-dire la personne le tolère bien. Donc le zona, en général, dure spontanément 3 semaines. D'accord. Sous traitement, donc on peut raccourcir la durée d'évolution de ce zona. Alors, il faut savoir une chose qui est très importante en matière de zona, c'est que contrairement à la varicelle qui s'accompagne d'une virémie, alors une virémie, c'est-à-dire c'est la présence de virus dans le sang. D'accord. C'est pour ça que quand il y a la varicelle, vous avez la fièvre, etc., tout le tableau. Ce qui n'est pas le cas pour le zona, parce que le virus ne va pas passer dans le sang, il va passer au niveau d'un nerf et il va sortir sur une zone localisé, qui correspond donc à la zone vers laquelle se dirige ce nerf. Il faut savoir que le zona, il est en principe unilatéral, donc d'un seul côté. Voilà, donc là on est passé aux symptômes, donc le zona en général il se limite à une seule région cutanée, hein ? C'est ça ? Alors, il va se limiter à une seule région. La plupart du temps, ça s'observe au niveau de la région thoracique. Donc c'est un zona qui est intercostal. Donc ça peut s'observer à divers niveaux et c'est toujours d'un seul côté, soit le côté droit, soit le côté gauche. D'accord. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir d'autres localisations. Par exemple, ça peut être un peu plus bas, au niveau de la région lombaire. Et ça, en général, ça amène les gens à aller consulter vers les spécialistes, par exemple, de la douleur ou les rhumatologues. Ou les rhumatologues. Voilà. Mais il y a un aspect quand même, il y a un aspect rouge. Vous parliez tout à l'heure de grappes de raisin. Là, je parlais, bien sûr, les 3 ou 4 premiers jours, durant lesquels il n'y a que de la douleur. Il n'y a rien du tout, aucun symptôme. Évidemment, à partir du moment où l'éruption apparaît, en général, ça ne prête à aucun doute. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'examen complémentaire, ni d'analyse, ni rien du tout. En général, à vue d'œil, on peut faire le diagnostic, c'est-à-dire une plaque ou bien un placard, on parle de placard quand c'est vraiment vaste, donc qui est rouge, donc qui comporte des vésicules et qui est douloureux et qui siège d'un seul côté. En général, il n'y a pas d'autres maladies qui ressemblent à ça. Automatiquement, dans l'esprit du public, zona égale douleur. Ça, c'est systématique. J'ai fait ma petite enquête autour de moi. Oh, les douleurs du zona. Alors, je me tourne vers vous, docteur Mehdi Belkadi. Le zona, une maladie douloureuse systématiquement ? Oui, Donia, effectivement, la douleur est le principal symptôme qui va amener le patient à consulter. Et je parlais tout à l'heure de douleurs prodromales. Oui, ce sont les c'est-à-dire, on douleurs explique. qui surviennent avant l'apparition de l'éruption cutanée. Donc, généralement, cette douleur peut survenir parfois même jusqu'à quelquefois 10 jours avant l'éruption. La douleur prodromale, c'est quoi ? C'est la douleur donc, qui va précéder ces lésions. Elle se manifeste généralement sur un dermatome. Le dermatome, c'est cette fameuse bande unilatérale qui va dépendre du
nerf qui va être colonisé par le virus. La douleur prodromale ne survient pas chez tout le monde, mais par contre, elle peut être néanmoins le premier signe d'un zona. En fait, les douleurs prodromales ont quand même des petites caractéristiques qui les différencient des douleurs musculaires, par exemple, ou des douleurs articulaires. Ça peut être une simple démangeaison ou une brûlure, des picotements. Parfois, on ne supporte pas un tissu, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'allodynie. On en parlera peut-être tout à l'heure. L'allodynie, c'est effectivement une douleur qui est provoquée par une stimulation tactile, normalement non douloureuse. Donc, comme vous avez dit, si on effleure notre peau, normalement, le signal, c'est simplement stimulation tactile, ça ne fait pas mal. Mais quand cette stimulation, ou bien l'application de chaud ou de froid à température ambiante, provoque une douleur, ça s'appelle une allodynie et c'est un des signes de cette douleur prodromale. D'accord, alors ça c'est la douleur qui peut commencer avant que l'éruption n'apparaisse. Tout à fait. Pendant combien de temps? Jusqu'à 10 jours? Alors quelquefois, oui, parfois il peut y avoir des phases douloureuses qui peuvent survenir 10 jours avant l'éruption. D'accord, et c'est uniquement là ou bien pendant le zona il y a aussi des douleurs? Et dans après, le zona, aussi, il y a des douleurs effectivement, donc il y a en fait, si on veut schématiser, il y a 3 types de douleurs pendant l'évolution du zona. La douleur prodromale dont on vient de parler, et pendant l'éruption cutanée, il va y avoir des douleurs aiguës qui sont habituellement nociceptives, donc ce sont les douleurs classiques. Elles sont généralement plus modérées chez les jeunes, mais chez les personnes âgées, parfois elles sont souvent beaucoup plus intenses et décrites comme intolérables. Parfois, Tout à fait. Tous les patients qui souffrent d'un zona n'ont pas forcément mal. Paradoxalement, chez certains patients, il est possible même d'avoir une diminution de la sensibilité, voire d'une insensibilité complète au niveau du dermatome concerné. Ah bah, il vaut mieux être insensible que d'avoir mal. Hein. Absolument. D'accord. Et donc, il y a ces fameuses douleurs que vous avez évoquées tout à l'heure après la phase de vésiculose, c'est-à-dire une fois qu'on est guéri alors? Absolument. Après la guérison, c'est-à-dire après la disparition de l'éruption, la cicatrisation de l'éruption, il peut y avoir des douleurs qu'on appelle communément algie post-zostérienne ou douleur post-zostérienne. Après le zona, donc. Absolument. C'est une complication tardive du zona et chronique. Quand les vésicules ont donc disparu, la douleur peut se modifier en caractéristiques, persister plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et même quelquefois plusieurs années. C'est le cauchemar, là. Absolument. D'accord. Généralement, elles sont décrites comme des brûlures, cette fois-ci, des picotements qui peuvent être très intenses, à tel point qu'elles peuvent envahir la vie du patient et persister jour et nuit, devenir insomniantes. Et là, ce sont généralement des complications qui peuvent se voir, selon les études, de 10 à 35% des patients. Alors ces douleurs, j'imagine, sont d'autant plus difficiles à comprendre que pour le patient et son entourage, qu'elles sont intenses et en l'absence de toute lésion de la peau. Effectivement, de là découle l'incompréhension de la famille et du patient avec l'absence et la guérison du zona, persistance des douleurs, et surtout que, suivant l'âge, il peut y avoir des douleurs qui sont plus intenses que chez la population générale. On va juste le citer, parmi les zonas, il y a le fameux zona ophtalmique qui atteint l'œil aussi, Dr Maas Ben-Selm. Oui, les gens pensent que le zona a mauvaise réputation. C'est en partie vrai, mais parfois on exagère un petit peu. Parce que le zona quand même est une pathologie assez courante et en général ça se passe bien. Il y a des cas qui sont très gênants. Soit parce que la douleur est très importante, comme l'a souligné Dr Belkadi, ou bien du fait de certaines localisations. Alors, vous avez parlé de la localisation ophtalmologique. Effectivement, elle peut être extrêmement dangereuse parce que si elle n'est pas correctement traitée, on peut perdre l'œil. L'autre localisation qui peut être aussi extrêmement gênante, c'est une localisation au niveau du conduit auditif, au niveau de l'oreille. Ça peut être extrêmement gênant. C'est encore plus douloureux qu'un zona banal. Donc, absolument, oui, effectivement, la zone est extrêmement énervée, donc les douleurs sont plus importantes. Donc, professeur Soumeya Youssef, donc ça peut atteindre l'œil, ça peut atteindre l'oreille. Il y a d'autres localisations encore du zona? Oui, en fait, la localisation la plus fréquente, c'est les dermatomes intercostaux et lombaires. Donc ça, c'est habituel, c'est assez stéréotypé. Mais il y a des localisations qui sont plus généreuses sur le plan clinique. Donc, généreuses, vous dites? Généreuses en sens de douleur, dans le sens de symptômes cliniques. Donc il y a les zonas sciatiques, poplité interne et externe, on en voit, pas très fréquemment, mais on en voit, et lorsque ils sont patents ou ils s'expriment cliniquement, outre donc l'éruption cutanée, érythémato-vésiculeuse, organisée en dermatome, qui suit le trajet du nerf, il y a des manifestations sensitives, notamment la douleur, avec les picotements, avec toutes les autres paresthésies qui peuvent, ou le panel paresthésique qui peut accompagner cette douleur, mais également on peut avoir des signes moteurs, des parésies. Et ces parésies ont été objectivées, donc par des testings musculaires. Et donc qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas marcher comme quand on est une sciatique ou quoi? Oui, on pourrait avoir les manifestations neurologiques d'une compression du nerf sciatique. Ah bah d'accord. Ou poplité externe ou interne. Ça a été documenté
Et ça a été prouvé, je crois que Dr Belkadi est bien au courant, et ça peut persister même plusieurs mois après la guérison du zona cliniquement. Le nerf sciatique va être touché, mais oui, voilà. Et même les nerfs brachiaux. Donc un nerf brachial pourrait également être le siège d'un zona, donc systématisé le long du bras, douloureux, avec des manifestations neurologiques d'une compression brachiale, donc une symptomatologie cervicale associée. C'est rarement décrit, mais c'est bien documenté, et même les parésies musculaires post-éruptions zostériennes ont été bien établies. Alors, comment diagnostiquer un zona? Vous nous avez dit, docteur Moaz Benselm, que c'était facile. Vous êtes de cet avis, professeur Soumaïa? Oui, en effet. Donc, en voyant l'éruption clinique, l'examen clinique du zona, suffit? Oui, devant une éruption érythémato-vésiculeuse organisée en dermatome, bien tracée, qui s'arrête de façon brute au niveau de la ligne médiane, il n'y a pas de doute. D'accord. Un généraliste, un médecin de famille, un dermato, même un externe en médecine pourrait poser le diagnostic. Donc pas besoin d'analyse complémentaire. Le problème est, généralement le zona touche un seul dermatome, mais quand ça touche plusieurs dermatomes, on a des doutes. On a parfois des zonas un peu généralisées, ça peut semer les doutes. Parfois, c'est pas unilatéral, dans des cas où l'éruption se fait sur terrain d'immunodépression. Quand c'est bilatéral, ça n'obéit pas aux critères cliniques habituels, donc on est obligé à pousser les investigations. Quand ça survient chez des patients transplantés ou greffés, on est également obligé de pousser les investigations. Quand il n'y a pas également d'éruption vésiculeuse, c'est ce qu'on appelle le zona sinésostère, et c'est une entité décrite initialement par un médecin. C'est une douleur neurologique et des paresthésies organisée en dermatome, mais sans éruption vésiculeuse, et c'est de plus en plus fréquent. Donc on n'a rien de visible en fait, on a juste la douleur. Il faut être bien informé, bien cultivé en matière de santé pour pouvoir le décrire au médecin. Et il faut que le médecin sache que cette entité existe en fait, et elle est gênante. Et ça dure une dizaine de jours. Donc, qu'on explique bien, c'est une douleur qu'on va ressentir comme ça d'un côté. Au niveau du trajet d'un nerf. Inexpliqué. Oui, avec des paresthésies, des brûlures, des picotements. On ne tolère même pas les vêtements dessus, sur la peau. C'est vraiment très très douloureux et très gênant sur le plan fonctionnel, mais en examinant ni érythème ni rien, il s'est traduit en fait l'inflammation périnerveuse induite par la réplication virale. C'est une entité nouvelle, mais vraiment à connaître par les médecins. Donc on risque de passer à côté du diagnostic, docteur Belkadi. Effectivement, concernant le zona sans lésion, effectivement c'est une entité qui est reconnue actuellement. Pour le dernier cas que je viens de voir il y a moins de 2 semaines, il est difficile d'expliquer au patient. Donc maintenant, si on fait participer le patient, on l'appelle d'ailleurs le patient expert, puisque maintenant, grâce à Internet, on peut demander aux patients d'aller se documenter, bien sûr. Et effectivement, c'était un patient qui avait un zona sans lésion. Et c'est la finesse du diagnostic de la douleur qui permet de faire ce diagnostic-là, effectivement, puisque la douleur va répondre à des critères particuliers, que sont les paresthésies, les dysesthésies, les picotements, dans un seul dermatome. Donc, ce sont des douleurs assez particulières. Quand on les connaît, on peut facilement faire le diagnostic. Et comme je vous ai dit, c'est une entité qui est fréquente, plus fréquente qu'on ne le croit, mais sous-diagnostiquée, en fait. Alors, moi, j'aimerais connaître un petit peu les conséquences, les complications possibles. Alors, les complications possibles, on reste avec vous, docteur Belkadi, il y a ces fameuses douleurs qui viennent après, des douleurs parfois violentes qui vont persister. Oui, effectivement, ce sont les algies dont on a parlé tout à l'heure, les algies post-zostériennes ou douleurs post-zostériennes. Ce sont ces douleurs qui apparaissent à la guérison normalement du zona, où on croit que tout est fini, et finalement les douleurs apparaissent. Alors il faut savoir que les algies post-zostériennes sont décrites chez 10 à 15% de la population générale, mais par contre, chez les patients âgés de 60 ans et plus, le taux remonte très vite et dépasse les 50%. Donc l'âge est un facteur de risque pour ces douleurs. Tout à fait, l'âge est un facteur de risque. Il n'y a pas que l'âge d'ailleurs. L'importance des symptômes douloureux aigus et des prodromes douloureux dont on a parlé tout à l'heure font partie de ces facteurs de risque. Donc cette catégorie de patients qui auront des symptômes douloureux très intenses à l'apparition de l'éruption peuvent présenter un risque de 50 à 75% de douleurs post-zostériennes après 6 mois d'évolution. Est-il vrai que ces douleurs ont une telle influence sur la qualité de vie qu'elles peuvent parfois conduire à une dépression ? Et oui, bien sûr, douleur, engourdissement, dysesthésie, altération de la sensibilité. Alors on parle simple, la dysesthésie. Dysesthésie, c'est l'altération de la sensibilité au niveau de cutané. Les allodynies dont on a parlé tout à l'heure, des stimulations qui sont normalement non douloureuses et qui deviennent douloureuses, tactiles et thermiques, qui persistent jour et nuit. Forcément, ça ne peut qu'aboutir, généralement, quand la pathologie douloureuse n'est pas traitée, ça peut aboutir effectivement à des syndromes dépressifs. Professeur Soumaïa Youssef, il y a d'autres complications encore ? Des parésies qui peuvent
peuvent être en paire. Alors on explique chaque les fois. parésies, c'est les faiblesses musculaires. Voilà. Donc c'est une atteinte neurologique motrice qui peut se révéler en paire éruptif lors de l'éruption de zona, mais également qui pourrait persister après, comme les algies post-ostériennes. On pourrait avoir des parésies post-ostériennes. Donc c'est une notion assez nouvelle réellement. On voit que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et sur oui, en fait, j'ai enseigné les dermatoses virales à la faculté de médecine de Tunis pendant 5-6 ans, je crois. Voilà, ça se voit bien. Voilà. Et puis les autres complications, bien sûr, les kératites post-herpétiques, que ce soit l'herpès simplex, l'atteinte cornéenne et conjonctivale, compliquée par des ulcérations cornéennes et qui pourrait aboutir à la nécessité d'une greffe de la cornée. Donc c'est une pathologie qui est assez difficile donc à prendre en charge et surtout qui est chronique, récidivante et gênante. Ça, c'est au niveau des complications du zona ophtalmique. Donc pour ne pas en arriver à ces complications, autant avoir une prise en charge précoce. Alors comment va se faire la prise en charge? Comment on va traiter ce zona? Alors, on ne traite pas tous les patients atteints de zona de la même manière. Évidemment, quand vous avez une personne jeune, en bonne santé, parfois, donc, on n'a même pas besoin de donner un traitement antiviral. On peut se contenter d'un traitement antalgique, d'un traitement antiseptique, et on attend patiemment que le zona disparaisse de lui-même, et ça prend en général 2 à 3 semaines. Mais malheureusement, les choses ne se déroulent pas toujours de la même manière, parce que comme on l'a dit, il y a parfois un terrain immunodéprimé, donc une personne âgée, ou bien des cas qui sont très douloureux, ou bien encore plus, certaines localisations, donc on l'a dit, mais on le souligne encore une fois, notamment l'atteinte oculaire. Et là, on est obligé de traiter et de donner un antiviral. Heureusement, donc, nous avons maintenant à notre disposition 2 antiviraux efficaces. On va citer les molécules. Alors, il y a la molécule classique, c'est l'aciclovir, et il y a une nouvelle molécule qui est la valaciclovir. Alors, l'aciclovir, il est efficace, mais le problème, c'est qu'il faut donner 20 comprimés par jour. Oh, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, ça dérange, oui. Alors, le valaciclovir, qui est une molécule qui est plus récente, donc on se contente de donner 6 comprimés par jour pendant une semaine. Bon. En général, ça suffit pour arrêter cette éruption et pour soulager les patients. On dit souvent que lorsqu'on traite avec un antiviral, on réduit le risque d'attraper des douleurs post-ostériennes. Docteur Belkadi, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, la première mesure thérapeutique, à mon sens, dans le domaine de la douleur, à prendre est sans aucun doute le traitement antiviral, bien conduit, dans ses indications. D'ailleurs, plusieurs études et méta-analyses ont démontré que les traitements antiviraux correctement prescrits dans les premières 72 heures... Oui, c'est ça, il paraît que la précocité de la prise en charge va diminuer et le risque de complications et les fameuses douleurs post-ostériennes, comme vous dites. Oui, c'est vrai. Si on traite dans les 3 premiers jours, on peut limiter non seulement les douleurs aiguës du zona, mais aussi la survenue des algies post-ostériennes, mais malheureusement, cet effet semblerait diminuer avec l'âge. Donc, cette prise en charge, vous avez parlé des médicaments antiviraux par voie orale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un traitement local du zona, j'imagine, professeur Youssef. Oui, bien sûr, étant donné il y a une éruption cutanée, éruption vésiculeuse, avec parfois un aspect pustuleux, parce donc, que les pustules vont s'assécher. On est dans le traitement. Donc, il faudrait désinfecter. D'accord. Avec quoi? Avec un savon dermatologique? Non, les savons dermatologiques, généralement, c'est des savons qui sont sur gras, qui ne dégraissent pas la peau, mais des savons antiseptiques peut-être, ou des shampoings antiseptiques, ou des sprays carrément antiseptiques, faciles à appliquer, et qui ne sont pas douloureux. On pourrait se désinfecter par une simple bétadine également, donc utilisant des antiseptiques habituels, des crèmes antibactérienne. Là, on fait confiance au dermatologue qui nous donnera... Oui. On pourrait également appliquer une crème grasse, cicatrisante, qui pourrait améliorer par la suite la qualité des cicatrices post-vésiculeuses. Ça, c'est par la suite. Oui. Alors, il y a ces fameuses douleurs. Vous nous avez dit qu'après un zona, certaines personnes souffrent de douleurs neuropathiques qui sont souvent rebelles, paraît-il, aux antalgiques classiques. Alors, est-ce qu'il existe d'autres solutions, docteur Mehdi Belkadi? Oui, absolument. Mais avant d'arriver aux douleurs post-ostériennes, il y a les douleurs pendant l'éruption, qui sont secondaires au phénomène inflammatoire de l'éruption vésiculeuse. Alors, là, on donne des antalgiques. Oui, absolument. D'ailleurs, les trois paliers de l'OMS qui classifient les antalgiques sont utilisés dans cette phase aiguë de la maladie. Le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien sûr, selon les contre-indications, selon le fait que l'âge du patient, selon les pathologies rénales associées, peuvent être utilisés pour des douleurs légères. Maintenant, quand on est en phase de douleurs plus intenses, on va dire modérées, on peut passer au palier 2 de l'OMS qui comporte des médicaments comme le tramadol, la codéine et les associations de chlorhydrate et de paracétamol. En cas par contre de douleurs plus sévères, on peut même avoir recours aux opiacés, c'est le palier 3, sont les morphiniques, bien sûr en fonction des interactions médicamenteuses et des effets secondaires possibles, mais il se reste toutefois très efficace en cas de douleurs très difficiles à contrôler. Oui, parce que parfois les douleurs sont intolérables, on l'a dit. Alors là j'en viens aux fameuses douleurs neuropathiques qui viennent après. Donc, une fois qu'on pense être guéri, voilà, il y a
ces douleurs qui apparaissent et c'est des douleurs parfois insupportables parce que pour les autres, on ne paraît pas malade, on est guéri et ça ne marche pas. On a beau prendre des antalgiques classiques, on n'est pas soulagé. Tout à fait. Après la guérison de l'éruption, peuvent survenir ces douleurs post-zostériennes qui surviennent donc après cette guérison de l'éruption, sont par définition résistantes aux antalgiques dits classiques, des 3 paliers de l'OMS dont on vient de parler, puisqu'elles ne répondent pas au même mécanisme physiopathologique. On parle donc, comme vous l'avez dit, de douleurs neuropathiques. Alors heureusement, ces douleurs neuropathiques peuvent être traitées. Alors en fait, le traitement des algies zostériennes découle d'une extrapolation des résultats du traitement des névralgies du diabétique. Ah bon ? Paradoxalement. Pourquoi ? Parce que la physiopathologique est pratiquement identique. Donc on a extrapolé le traitement des neuropathies diabétiques et ça marche. Les premiers traitements, ce sont d'ailleurs les dernières recommandations, les premiers traitements de première intention mettent en avant les antidépresseurs tricycliques qui ont été les premiers traitements dans l'histoire des douleurs neuropathiques. Oui, c'est une ancienne classe, là, Absolument, oui, oui. c'est une très ancienne classe. Et d'ailleurs, on s'est aperçu de manière tout à fait fortuite de l'efficacité des antidépresseurs tricycliques qu'on ne donne pas aux patients douloureux parce qu'ils ont une dépression, mais parce qu'ils ont une action directe sur la douleur neuropathique. D'accord. Sinon, des traitements plus récents comme la gabapentine et surtout la prégabaline ont fait la preuve d'une efficacité qui est très intéressante. Voilà, bon, pour nous autres, ça, c'est des molécules, on ne comprend pas trop. Voilà. Ce sont les dernières molécules actuellement sur le marché, qui existent en Tunisie d'ailleurs. Et à côté de ces traitements dits conventionnels, d'autres traitements peuvent être proposés, comme les patchs à la capsaïcine. Alors la capsaïcine, c'est quoi ? C'est le principe actif de la capsaïcine, c'est tout simplement tiré de notre piment rouge national. Ah d'accord. Et malheureusement, on ne l'utilise pas en Tunisie, c'est très utilisé aux États-Unis et dans certains pays d'Europe, pas encore chez nous, ça ne saurait tarder. À côté des patchs à la capsaïcine, il y a d'autres patchs qui sont proposés pour des douleurs plus localisées. Ce sont des patchs de lidocaïne. La lidocaïne, c'est un anesthésique local qu'on va appliquer sur une zone qui est beaucoup plus limitée d'algie post-zostérienne, qui donne aussi de très bons résultats. Donc on a quand même un arsenal thérapeutique qui est là et qui peut soulager le patient. Oui, tout à fait, on a un bon arsenal thérapeutique et il y a aussi même dans l'arsenal thérapeutique, il y a une technique non médicamenteuse qui peut être proposée chez les personnes résistantes. C'est ce qu'on appelle la neurostimulation transcutanée, la TENS, qui va, par l'intermédiaire de courants spécifiques qui sont administrés par l'intermédiaire de patchs aussi sur la peau, diminuer ces douleurs neuropathiques. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même des moyens préventifs pour éviter d'attraper le zona ? Difficile. Difficile. Parce que comme on l'a dit, le zona, c'est un petit peu le fils, l'enfant de la varicelle. De la varicelle. La varicelle, c'est très difficile de ne pas l'attraper. Maladie extrêmement fréquente. Et après, donc une fois qu'on pense qu'elle est guérie, le virus, il peut rester à l'état latent, comme on l'a dit dans les ganglions. Et se réveiller un jour ou l'autre. Donc parce qu'il y a une baisse des défenses immunitaires. Voilà. Alors comment prévenir tout ça ? Il y a des vaccins. Il y a le vaccin contre la varicelle, il y a le vaccin contre le zona maintenant. Alors, le vaccin contre le zona, le Zostavax, malheureusement, on ne l'a pas encore en Tunisie. Mais dans d'autres pays, maintenant, il commence à être fortement recommandé pour justement éviter l'apparition du zona et des redoutables complications dont on a parlé. Concernant le vaccin de la varicelle, il est disponible, mais il n'est pas utilisé à titre systématique. Le vaccin contre la varicelle, réellement, donc, n'est indiqué qu'en cas de susceptibilité du patient à développer une immunodépression, que ce soit une immunodépression acquise ou héréditaire, et qu'on craint l'infection à l'herpès zoster virus, effectivement, notamment en cas de greffe. Donc il y a une population cible particulière chez qui on prévient l'infection si le patient est immunologiquement naïf. Sinon, dans la majorité de la population, on l'attrape enfant et on préfère d'ailleurs, chez les filles surtout, l'attraper très jeune que l'attraper pendant la grossesse. C'est bien clair. Nous en arrivons déjà à la fin de cette émission. Alors quand même, avant de nous quitter, je vous demanderai quelques conseils à l'intention de nos auditeurs, des recommandations générales. Le conseil pour prévenir les complications du zona, c'est de consulter le plus rapidement possible pour l'instauration d'un traitement efficace et pour limiter les complications ultérieures. Docteur Moaz Ben Selm. Alors, concernant le zona, donc, il faut savoir le mettre à sa place réellement. C'est-à-dire, il faut savoir que c'est une pathologie qui est fréquente, il faut savoir y penser. Secondo, il faut savoir que c'est quand même une pathologie qui peut être potentiellement très gênante. Il faut savoir aussi que nous avons quand même un arsenal thérapeutique à notre disposition, que ce soit comme traitement du virus ou bien comme le traitement des douleurs, comme l'a souligné Dr Belkadi. Et là, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. On a parlé de pas mal de médicaments, mais il y en a un qu'il faut éviter absolument d'utiliser, c'est l'aspirine. Ce sera votre conseil. Voilà. Merci. Dr Mehdi Belkadi, le mot de la fin. Ça sera la même chose que professeur Soumaïa Youssef. C'est de rapidement consulter dès qu'il y a des symptômes particuliers, comme des douleurs qui sont type de brûlure, de picotement dans une zone particulière du corps. Et donc, plus tôt on aura consulté, plus tôt on aura traité,
et moins de complications ultérieures il y aura. Merci à tous. Merci à vous, professeur Soumeya Youssef, professeur agrégé en dermatologie à l'hôpital militaire. Merci à vous, docteur Moaz Benselm, trésorier de la Société tunisienne de dermatologie et vénéréologie. Merci à vous, docteur Mehdi Belkavi, algologue, spécialiste dans le traitement de la douleur, membre de la Société française d'études et de traitement de la douleur, membre de la Société américaine d'études de la douleur. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Dunia Cheuch.